Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture BD, la culture comics, la pop culture par leur travail au quotidien. Et vous le savez, chez First Print, on adore aller à la rencontre des auteurs, des artistes et tout ça pour parler de quoi ? Eh bien, de bande dessinée, je vous le donne en mille. Et aujourd'hui, on se réintéresse à l'anthologie Punch de Kinaï. Vous le savez, c'est une anthologie qui sort avec des numéros en format un peu single issues, donc des fascicules d'une 40aine de pages. On avait fait presque le tour complet des équipes créatives de la première saison. Il faut savoir qu'en ce moment, pour le printemps-été 2022, il y a la deuxième saison de Punch qui s'est lancée sur le thème de l'heroic fantasy. Et donc, on va vous parler du premier numéro qui s'appelle Catharsis. Alors, c'est une bande dessinée qui est écrite par Jonathan Garnier et qui est dessinée par Camille Letouzet. Alors, Camille n'est pas avec nous puisque de son propre aveu, elle est un peu timide pour faire le podcast, mais on est avec l'auteur Jonathan Garnier qui est présent à distance avec nous. Salut Jonathan. Salut. Eh bien, je suis... Désolé, il n'y a que moi, voilà. Oui, mais c'est déjà bien. Écoute, on va déjà voir comment tu t'en sors, puisque effectivement, les podcasts First Print, c'est un chemin de croix. Il y a beaucoup d'épreuves qui t'attendent, un petit peu à la façon des héros de Catharsis. Mais avant de parler de cette bande dessinée, Jonathan, puisque c'est la première fois que tu viens dans First Print, eh bien, il va falloir te présenter. Voilà, est-ce que tu peux un peu nous dire, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, qui tu es, s'il te plaît ? Jonathan Garnier, je suis alors actuellement scénariste. Je me destinais pas du tout à ça. Enfin, pas du tout. Pas tout à fait. En fait, depuis que je suis gamin, je dessinais énormément. Je voulais devenir dessinateur de BD. Donc voilà, j'ai semi-échoué. Je suis auteur, mais pas dessinateur. Et j'ai vraiment suivi un cursus plutôt dans le dessin. Donc bac art appliqué, après une formation BD, puis une formation aussi dans le graphisme. Bon, je me doutais que vivre de la BD, ça allait pas être évident. Donc, et vu que je m'intéresse au graphisme, voilà. Déjà à l'époque, tu savais que ce serait compliqué. Déjà tout petit. Mais non, voilà, donc j'ai fait un premier job de graphiste en fait sur Paris et j'ai migré à Roubaix. Voilà. On me proposait en fait c'est une filière de France Télécom, donc soit manager une équipe à Dublin, soit aller à Roubaix. Voilà, j'ai préféré l'exotisme de Roubaix pour Ankama en fait. J'aimais beaucoup l'univers visuel, ça se rapprochait assez de ce que je faisais en tant que dessinateur. Donc j'ai commencé à aller dans l'équipe, d'abord dans la presse, puis l'équipe, je filais des coups de main à l'équipe édito, donc qui était à peu près constituée de Ron, l'auteur du Moutafoukaz, et une petite équipe à côté, mais il n'y avait pas vraiment d'éditeur en fait. Donc je suis un peu devenu éditeur sans m'en rendre compte. Je suis vraiment passé édito à un moment et Ron m'a proposé de devenir éditeur, enfin vraiment. Ouais. Donc voilà, j'aimais bien chercher des jeunes talents, je proposais des choses, je lui avais montré le travail de Guillaume Singelin notamment à l'époque. Ah oui. Pareil pour Souria justement. J'avais Florent Maudou sur sa série Freak Squid chercher un dessinateur ou une dessinatrice pour un spin-off et je lui ai montré le travail de Souria que je suivais. Donc voilà. Donc j'ai pu commencer comme ça grâce à Run, puis voilà, éditeur, directeur de collection. Et voilà, j'ai travaillé, je voulais déjà travailler avec Johan Sacré qui était sur aussi la première saison. Alors chez Ankama notamment, t'as même écrit pour Doggy Bags. Ouais, c'est ça. C'est le tout premier projet d'écriture que j'ai eu. Je crois que j'écrivais en parallèle, j'avais commencé à écrire en parallèle ma première série BD, mais ouais, c'est la première publication en tout cas, donc avec Mathieu Bablé, un petit jeune qui démarre, voilà, qui se lance, qui se débrouille pas mal. Voilà. Le name dropping commence quand même très très fort, hein, c'est que des gens qui sont venus en plus sur First Print que nos auditeurs et auditrices connaissent bien, donc on était dans le terrain, voilà, le bon terrain. Non mais oui, c'était cool de travailler avec Mathieu. Et après voilà, du coup Ankama c'était chouette, vraiment c'était super pour faire ses armes. Travailler avec Run, il y avait Yuck notamment, le graphiste de Run qui est hyper doué. Et donc voilà, c'était top, mais c'était aussi un peu de la démerde, mais voilà, moi ça m'allait. Mais après il y a eu pas mal de changements de direction, ça commençait à être un peu compliqué de trouver ses marques. On le voit, Run, voilà, il y a pas longtemps là, est passé à pas 619 chez Witsev notamment. Je pense pour un peu les mêmes raisons, mais donc voilà, c'est un moment où je commence à écrire, je lâchais un peu le dessin en fait. Alors, j'étais pas forcément un dessinateur compulsif et peut-être aussi le fait qu'à Ankama il y avait énormément de grosses brutes. Je pense que ça m'a peut-être aussi remis à ma place. Donc, je me débrouillais, mais voilà, en fait, j'avais un peu moins d'intérêt pour le dessin. Je me suis mis à la photographie
Et c'est notamment la photographie qui m'a amené vers l'écriture, en fait, dans le sens où j'étais assez curieux. Du coup, j'ai découvert plein de documentaires photos, des choses comme ça, et notamment une série de photographies d'une petite japonaise, en fait. Et je me suis dit, mais les photos étaient hyper belles, elles étaient hyper expressives. Je me suis dit, mais c'est un personnage. Enfin, ça m'a donné envie d'écrire un peu sur ce genre de personnage-là. Et aussi, voilà, j'essayais de faire un vrai suivi littéraire et artistique aussi sur les titres que je suivais. Notamment, j'essayais de démarcher, enfin, de trouver des jeunes talents. Donc, je voulais vraiment les accompagner, pas juste les signer, puis voilà, débrouille-toi. Donc, j'ai aussi appris, en fait, avec les auteurs avec qui j'ai travaillé, en parlant de narration, d'écriture. Voilà, je me suis lancé dans l'écriture avec donc il y a eu ce Doggy Bags là, effectivement, cette histoire avec Mathieu Bablé, une première série chez Casterman, Momo, avec Ronnie Autin, qui vient aussi des gobelins comme Justine, je crois, comme Camille. Voilà, c'est la meilleure école BD, en fait, c'est les gobelins. Ouais, c'est ça, c'est là qu'il y a beaucoup de grands talents qui Moi, émergent. j'ai Jérémy Moreau ou d'autres, Ulysse Malassagne aussi, que j'avais édité, donc il y a du beau monde qui en sort. Et voilà, et après j'ai fait une série chez Le Lombard avec Yoann Sacré, donc Timo l'aventurier. Et donc là, ma dernière série en cours, Bergère guerrière, avec Amélie Fléché. Qui est chez Glénat. Chez Glénat, ouais. Et qui a quand même, on peut le dire, on peut placer le petit flex à remporter un fauve au dernier festival d'Angoulême. C'est ça. Ça nous a coûté cher, mais on l'a eu. Ouais. Pourquoi ça vous a coûté cher? Non, on a soudé le jury, en fait. Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Oh, bah, j'espère que ça valait le coup quand même. Ouais. C'était assez rigolo de voir votre éditeur qui avait un peu déserté le festival de façon officielle, alors que quand même, sous manque de sélection, alors que finalement, leur titre sélectionné, c'était le vôtre, et puis ça a gagné, quoi. Oui, c'était assez bizarre, ouais. Pour nous, notamment, parce qu'on était un peu au milieu de tout ça, sachant que effectivement, et Glénat n'a pas, je crois, officiellement communiqué sur le pourquoi il ne venait pas. Ça a été plus communiqué plutôt via Angoulême. Et effectivement, je voyais aussi des articles dire, mais du coup, il y a quand même Bergère ou il n'y a que Bergère. Enfin voilà, vu qu'on était dans une catégorie, enfin on faisait partie de la catégorie fauve jeunesse. Quand même officielle en soi, on n'était pas pris des écoles ou autre, mais voilà, vu que c'était une catégorie jeunesse, forcément, ça n'a pas la même valeur apparemment du point de vue, même du festival, hein, on le sent. Donc, et Glénat, bon après c'est des choix sûrement politiques et peut-être des passifs là-dessus, c'est pas à moi de forcément commenter, justifier leur choix, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé un peu au milieu de ça, c'était particulier pour voilà, finalement gagner, donc c'était cool, et notamment pour finir la série, c'est vrai que c'était chouette de finir sur ce prix qui, même d'après le jury, je crois, récompensait la série dans son ensemble. Donc, voilà. Donc, très bien. Bah justement, quand on parle de Timo l'aventurier ou de Bergère guerrière, c'est justement, on est dans de la bande dessinée dite jeunesse. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les particularités un peu de ce registre? Alors, ça me vient un petit peu, je suis pas forcément bloqué sur ce créneau-là. Enfin, pour l'instant, si, mais à terme, c'est vrai que ça vient un peu. En fait, la collection que je dirigeais chez Ankama, donc Étincelle, où il y a eu pareil Valentin Sèche, qui sera aussi dans cette saison-là. En fait, c'était du jeunesse tout public. C'est vrai qu'il y avait pas mal de jeunesse. J'avais envie de jeunesse avec vraiment avec du fond. Je veux pas dire que la plupart des BD jeunesse n'en ont pas, mais vraiment des possibilités de seconde lecture, des choses que les adultes pourraient voir, apprécier, des références, des choses comme ça. Et ouais, c'était assez mon envie en fait d'aller dans ce créneau-là. Donc déjà en tant qu'éditeur. Et voilà, en fait, je baignais là-dedans, que ce soit dans les récits que j'accompagnais, les auteurs aussi. Et naturellement, en fait, vu que par rapport au premier projet que j'avais, je suis allé aussi, j'ai contacté des gens avec qui j'avais travaillé en tant qu'éditeur, ou je voulais travailler en tant qu'éditeur, Ronnie, Johan. Amélie, j'avais vraiment édité ses premiers livres. Donc en fait, tout s'est fait naturellement par affinité, voilà, par rapport au projet qui tombait, notamment Bergère, j'avais envie de travailler en tant qu'auteur avec Amélie. Et voilà, c'est nos affinités communes. Mais voilà, à terme, j'ai envie aussi de faire des choses plus adultes, ado-adultes aussi. Des choses plus dark aussi. Donc c'était un peu l'envie justement sur Catharsis. On s'est un peu réfréné avec Camille parce que voilà, justement Kinaï voilà, un peu dans le public, ça reste un peu comme la collection que j'avais du jeunesse tout public. Donc voilà, on n'est pas allé trop loin, mais ouais, j'aimerais bien faire un bon gros récit de dark fantasy plus tard, et même du polar, des choses comme ça. D'accord. Et tu dirais qu'il y a quand même des spécificités en tant qu'auteur d'écriture, en fait, quand tu t'adresses justement à du tout public? Bah,
Moi, après, je me dis pas, j'écris pour du jeunesse ou tout public, je dois faire gaffe à ci ou ça. Alors, l'idée, c'est évidemment de rien mettre de vulgaire gratuitement, de gore, voilà. Mais c'est vrai que j'épargne pas mes persos. Enfin, dans Bergère, on est allé assez loin. Il y a des morts, il y a des choses tristes, il y a du drama. Mais ce que l'idée, c'est que les enfants, enfin, aiment ça. Hein, très vite, ils vont. C'est vrai que pas mal d'éditeurs sont là. On comprend pas le manga, le manga. Tous les ados vont vers le manga, mais oui, mais en même temps, ils y vont à fond. Il y a des trucs hyper intéressants, hyper denses, hyper riches, hyper intenses. Et et c'est pour ça, enfin, en tout cas, quand j'ai écrit du jeunesse, ouais, je me suis pas spécialement réfréné. Donc, comme je disais, juste faire gaffe de pas faire des choses qui puissent choquer gratuitement, mais par contre, ouais, secouer le lecteur, ça me dérange pas, au contraire. C'est plutôt une de mes envies en tant que scénariste. D'accord. Donc l'idée c'est de surprendre, c'est toujours de surprendre, alors de l'emmener, j'imagine, dans une direction où il ne s'attend pas à aller. Bah, surprendre et aussi, disons que je- l'idéal, enfin pour moi, c'est que le lecteur en fermant le livre s'en souvienne en fait. Et peut-être envie Ouais. d'en parler, on discute. C'est vrai que sur Bergère Guerrière, on a fait vraiment des fins très cliffhanger. C'est vrai que il y a plutôt une mode d'avoir des albums en BD en tout cas, épisode par épisode, enfin voilà, qui a une fin à peu près autoconclusif avec éventuellement un fil rouge entre les albums. Mais non, on voulait vraiment du feuilletonnant, pouvoir aller vraiment plus loin. On voulait pas que avoir une montée en tension à la fin de l'album, redescendre et avoir toujours ça un peu en dents de scie. On voulait vraiment pouvoir, voilà, du tome 1 au tome 4 dans Bergère, on voulait pouvoir aller toujours un peu plus loin. Donc, Ce qui est assez intéressant aussi, ce genre de construction, puisqu'on dit de plus en plus que dans la bande dessinée, le format sériel est de moins en moins privilégié. Donc c'est quand même quelque chose de pouvoir. Alors, je sais pas si c'est vrai forcément dans le secteur jeunesse slash tout public, mais peut-être aussi un risque en fait à faire ce genre de proposition. par rapport à la série, Ouais. ouais, alors ce qui est particulier avec les séries, notamment avec les éditeurs, c'est que alors, ils adorent ça, forcément, parce que quand ça marche, c'est parti, et même pour les Mm. auteurs, hein, c'est confortable. Et en même temps, ils ont du mal à s'engager dans le sens, en tout cas, s'engager sur des grosses séries. C'est vrai qu'on a eu le cas avec Timo où l'éditeur disait, ah oui, c'est pas mal, l'univers et tout, on pourrait peut-être, est-ce que vous auriez des idées déjà? Enfin, je crois qu'on était vraiment sur le début du premier tome, des idées pour s'il fallait des spin-offs, des suites et tout. Je dis, bah, on avait prévu un récit en one-shot ou diptyque, donc finalement, c'était diptyque. Donc j'aurais dit, bah, si, voilà, si l'univers vous plaît, on peut développer en 3 tomes. Je voulais pas plus non plus, parce que je voulais pas m'éparpiller, mais je dis, oui, mais non, mais 3 tomes, on sait pas si on peut s'engager, parce que voilà, si ça prend pas, on arrête la série, c'est chiant pour les lecteurs, pour les auteurs. Donc, c'est pas évident. On va tout de suite aller voir un éditeur en disant, bah voilà, moi j'ai une idée, il me faut 5, 6 tomes, voilà. Ça va être compliqué à signer, sauf si on a un nom ou après l'éditeur peut dire oui, puis voilà, au cours des routes ça s'arrête et en fait t'as qu'un tome pour terminer, débrouille-toi. Donc et on peut comprendre si vraiment ça se casse la gueule, c'est pas la peine de s'acharner non plus, hein, mais Ouais. Mais c'est compliqué d'ajuster les durées comme ça, enfin, soit d'étendre une intrigue, soit de devoir raccourcir. Enfin, j'imagine que quand tu raccourcis, bon, bah, faut sabrer des choses, mais quand tu dis, ok, tu dis là, par exemple, je peux étendre un one-shot en une série en 3 tomes, comment on fait pour étendre les récits? bah, pour Timo, le truc c'est que alors si ça avait été un one shot, t'as un gros one shot en fait. Là, Mm. disons que là le diptyque fait 2 fois 54 pages, donc on aurait eu peut-être du 100-120 pages en one shot. Et là, 3 tomes, vu que c'était pas non plus des grosses paginations, c'était faisable. J'aurais pu enrichir des choses. Après, en fait, le truc aussi, c'est de savoir dire non. Enfin, là, typiquement sur Bergère, ça marche bien. À la base, on avait prévu 3 tomes, mais voilà. Récit quand même assez riche. On est allé jusqu'à 4 tomes avec un dernier tome de 100 pages. Voilà, on a eu du mal à faire plus court parce qu'on a beaucoup de personnages, beaucoup de choses à traiter. Mais par contre, depuis le début, on savait comment finir en fait. On connaissait la fin, donc on voulait pas. Voilà, on aurait voulu faire plus. Je pense que les lecteurs étaient partants, Glénat était partant, mais voilà, avec Amélie, on a refusé parce que on voulait pas éparpiller, on voulait pas faire l'album de trop ou même Mm. comment dire, le cycle de trop. Alors, peut-être qu'on y reviendra plus tard avec si vraiment on a les idées, l'envie, des choses pertinentes à proposer sur cet univers-là. Moi, j'ai peut-être plus des idées de spin-off avec des personnages Ouais. secondaires ou autres. Mais voilà. C'est vrai que des fois, c'est le risque. Je parlais de séries, enfin, même séries télé, hein, on le voit des fois, la saison de trop, en Mm. BD aussi. Mais je peux pas en vouloir aux auteurs qui acceptent parce que c'est un métier précaire. Donc, on te propose de continuer. Voilà, t'es sûr que tu as peut-être encore un second cycle de 4 tomes. Tu sais que c'est signé, que c'est bon, ça va se faire, que ça te sécurise quelques années de boulot. Voilà, je pas. Il y en a qui vont pas vouloir bouder ça, mais voilà, sur Bergère, on avait peur de décevoir en fait. Si tout de suite, on faisait une suite. Ouais.
D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta rencontre avec Romain Galland de Kin Édition? Est-ce que tu connaissais cette maison d'édition? Est-ce que tu avais suivi un peu Punch, ce qui s'était passé l'année dernière quand ça s'est lancé? C'est vrai en tant qu'auteur, puis ayant été éditeur, c'est vrai que je suis toujours curieux de ce qui sort chez tous les éditeurs. C'est vrai pareil, je vais beaucoup en librairie évidemment, je parle pas mal avec les libraires. Et non, j'ai vu les premiers livres sortir, qui suivaient un petit peu une vague qu'on commence à avoir chez Akileos sur Utseb, justement d'adaptation de BD, notamment jeunesse américaine. Ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, les Américains sont pas enfermés dans notre format classique, grand format, 40 et quelques pages. C'était tout de suite des petits pavés qui pouvaient montrer que oui, les enfants, ça leur fait pas peur, quoi. Au pire, ils lisent en plusieurs fois. Donc non, j'ai suivi dès le début, puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer sur Nantes quand il a accompagné Valentin Sèche sur une dédicace. Voilà, je vis à Nantes. Et non, on est à peu près la même génération. Je suis un peu plus vieux. Voilà, je suis un vieux monsieur maintenant. Mais non, voilà, enfin les mêmes références. Et puis je voyais un petit peu même quand il s'est lancé dans Punch, il y avait des affinités par rapport à ce que je faisais en tant qu'éditeur en fait et même en tant qu'auteur. Justement, j'évoquais voilà Soria, Valentin, des gens comme ça, enfin c'est dont je connais le boulot, que j'ai suivi ou avec qui j'avais travaillé, donc ça me parlait. Et je sentais qu'il y avait les mêmes envies vraiment de faire confiance à des jeunes auteurs. Bon, même si moi, je dois être le patriarche de la bande maintenant, mais disons que je me suis mis tard sur l'écriture, donc bon, je reste à peu près frais encore, on va dire là-dessus. Mais non, dans les affinités de ton, de récit, et puis même le feeling, en fait, le feeling humain passait bien, en fait. Donc on s'était revu à Paris une ou deux fois, notamment à Montreuil. Et voilà, quand il me l'a proposé, c'était j'étais plutôt partant dans le sens où je sortais de Bergère, l'ensemble de la série faisait plus de 300 pages. Là, on me proposait 30 pages. Donc voilà, c'était un défi d'avoir beaucoup moins de place. J'aime bien avoir de la place en fait pour écrire, quand même un minimum, pour pouvoir développer les persos. Et là, c'était un bon défi justement, une bonne transition avant de me remettre sur un album plus long, d'avoir cette contrainte de pages en fait. Bien, ok, là t'as 30 pages et je trouve ça hyper formateur d'essayer d'être efficace justement, d'essayer d'installer un récit, développer des persos, de pas juste qu'on n'ait pas juste l'impression de lire un bout d'histoire, une scène ou quelques scènes, enfin d'essayer de contenter un minimum le lecteur sans le frustrer. Donc ouais, non, quand il m'a proposé, j'étais assez partant. Ouais. Et il t'a dit tout de suite que le thème ce serait l'heroic fantasy alors ou c'est ouais, à la base il parlait de RPG, un peu tout ce qui est jeu de rôle ou autre. Donc ça me parlait, voilà, c'était un peu mon univers déjà, la fantasy globalement, en tant que lecteur, en tant que joueur aussi. Donc j'étais en terrain inconnu, donc ça me parlait. Même si j'aimerais bien justement peut-être plus tard, enfin avec Kinaï ou sur d'autres récits, aller vers d'autres domaines, parce que j'ai toujours un peu la peur de me répéter aussi en fait. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire que du jeunesse, parce que je sens que voilà, il y a des mécaniques qu'on peut avoir, d'écriture de personnages, de dialogue. Enfin, des fois en écrivant Bergère, je me disais, mais ça j'ai déjà écrit en fait. Alors c'était pas tout à fait ça, mais je retrouvais des petites choses. Alors, après c'est normal, on a nos automatismes, nos thèmes. On peut le voir même chez des grands messieurs comme Miyazaki. Voilà, on voit des thèmes, des types de personnages. Chez Tezuka, il faisait même plus chier. Il prenait vraiment des personnages comme s'il avait des acteurs en fait qui faisaient jouer dans différentes histoires. Donc voilà, c'est pas forcément gênant, mais voilà, j'avais envie de me renouveler. Donc là, ça me parlait complètement. Du coup, cet univers fantasy. Après, à terme, j'aimerais bien justement m'essayer à des choses qui sont moins dans ma zone de confort pour justement un petit peu me renouveler. Mais qu'est-ce qui te plaît du coup dans la fantasy justement, puisque tu t'y sens bien? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ce type d'imaginaire? J'aime bien la bagarre et les dragons. Non, ce que j'aime bien, c'est que ça permet, un peu comme la SF, je trouve, ça permet d'aller un peu plus loin dans certaines thématiques en fait. Et pareil, on peut évoquer des guerres, des choses comme ça avec en étant réaliste, mais ça demande de la documentation. On peut être un peu enfermé dans l'histoire. Enfin, donc là, non, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une certaine liberté de ton, en fait. C'est que forcément, puis en fait, c'est les thématiques. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu logiquement. T'as souvent un groupe qui se constitue. Enfin, même la base du jeu de rôle, voilà, c'est souvent un peu le début. Alors, vous êtes dans une taverne, vous vous rencontrez. Enfin, et j'aime bien. Il y aura forcément ce côté un peu camaraderie, et ce qu'on retrouve un petit peu aussi chez les auteurs japonais dans le shonen en fait globalement, ce côté voilà, il y aura une équipe soudée où justement il y aura des dissensions. Enfin, je suis pas forcément à fond dans les univers fantastiques qui se basent que sur leur univers. Moi, je fais vraiment gaffe à ça quand j'écris. Je peux même être un petit peu timide là-dessus, c'est que j'ai vraiment envie de me concentrer avant tout sur l'écriture. J'ai pas envie que une faune, une flore, ça devienne un peu une béquille ou ça devienne. J'écris pas des livres de jeux de rôle. Enfin, je veux dire des guides de jeux de rôle, quoi. J'écris
je suis censé raconter des histoires, donc c'est pour ça que j'aime bien justement travailler avec des personnes qui, eux, ont vraiment un univers visuel assez riche pour pouvoir me reposer aussi sur leurs propositions d'univers. Mais voilà. Mais ouais, Ok. je vois des choses. Enfin, je sais que par rapport à Avatar ou autre, il y avait des choses où ils vendaient beaucoup un univers visuel et tout. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, ça me laisse froid. Enfin, ça peut être vraiment cool, mais j'attends de voir en fait l'écriture avant tout, l'écriture des personnages. Donc, pour ça, je vais pas sauter sur leur moindre récit, le moindre film ou autre de fantasy, mais voilà. Ça reste ce côté qui me plaît bien. Puis, je pense le côté aussi, bon, il y a ce côté chevalerie, voilà, ce côté un petit peu, il y a toute une imagerie qui est, ouais, que je trouve cool. Je pense qu'il me fascinait depuis gamin, ce côté chevalier mais bon, des fois, il y a un côté Moyen-Âge un petit peu fantasmé. C'est vrai que là, moi, maintenant, au contraire, j'aime bien aller je veux plus être intéressé par des récits un petit peu, des fois, dark fantasy ou du médiéval fantastique. Enfin, moi, Ouais. ma vision son nez, c'est un côté médiéval, un peu crade, un peu cru, un peu, ou des choses à la Berserk, justement, où, voilà, je prends Mhm. les extrêmes, hein, en termes de dark fantasy, mais, Ouais. sans aller jusque-là, forcément. Mais même en fait, le Seigneur des Anneaux, moi, ce qui me fascinait, c'était plus les moments où ils étaient là, à courir dans les plaines, machin, en petits groupes, à essayer de survivre, que les moments de grande guerre, où les armées sautent sur la gueule, ou des fois, si c'est rare que ce soit réussi des fois parce que ça devient un peu désincarné, on voit des foules qui se rétament et en fait tu connais pas forcément les personnages, les soldats, c'est pour ça même ça se construit, mais Mhm. typiquement dans ce genre de récit, le Gouffre de M est assez génial parce que tu as vraiment une tension qui se monte, tu as le temps de voir un petit peu le personnage. Enfin, voilà, j'aime pas forcément tout dans la fantasy, mais il y a des choses qui me parlent en fait par rapport à un petit peu tout ça. D'accord, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Catharsis? Est-ce que tu peux un peu nous faire le pitch? Comment est-ce que tu vendrais l'histoire? C'est génial, achetez-le. Voilà. Ouais, ça c'est très En bon. plus, je veux Très, partir en très, vacances, j'ai besoin de sous, donc très bon pitch. voilà. Non, alors j'ai essayé de. C'est vrai que c'était pas évident parce que par rapport à la pagination, tout, je me dis faut être malin. Et en fait, ce qu'on voit quand on a le temps, en fait, on se concentre surtout sur le fait de montrer un groupe qui se construit en fait, les rencontres et tout ça. Et je me suis dit bah tiens, je vais prendre les choses à l'envers. Je vais commencer par la fin en fait, vraiment d'avoir un groupe de héros. Donc on est vraiment parti sur quasiment des clichés en fait. Au début, même pendant longtemps, on les appelait. Donc il y a un personnage, on les appelait Tank. Il y en a, c'était paladin, mage et archer. Voilà, on les appelait comme ça même dans le récit parce que on a pris des archétypes. Mais justement, c'est jouer sur des choses comme ça pour que les lecteurs puissent tout de suite, voilà, rentrer dans l'univers sans se poser de questions, comprennent les persos. Et donc, c'est un groupe d'aventuriers en fait qui rentrent dans le donjon final, voilà, littéralement. Voilà, on comprend qu'ils ont vécu des choses ensemble et que là, ils doivent combattre l'ennemi ultime en fait. Et en fait, à ce moment-là, on les devine, enfin, on les voit puissants, voilà, comme je suis un peu parti du jeu de rôle où à force, voilà, les personnages s'améliorent, mais voilà, et malgré leur puissance, voilà, il y a un peu, je voulais jouer sur les doutes qui commencent à s'immiscer sur, mais pourquoi nous, on doit sauver le monde, est-ce qu'on va pas y rester comme tous les aventuriers avant nous, est-ce qu'on va y arriver, enfin voilà, j'ai voulu jouer sur quelque chose de très basique sur le pitch, mais jouer vraiment sur les relations de perso, donc Paladin, je vais pas en dire trop, mais typiquement un personnage de Paladin qui est un peu le leader, qui justement se pose un peu questions, enfin voilà, on l'appelle le grand héros, mais ça reste juste un humain qui commence à se poser des questions, à flipper un peu en fait aussi. Donc jouer un petit peu sur les failles qui se révèlent un peu au milieu du groupe. Donc voilà, j'en dis pas trop, c'est sur 30 pages, sinon ça va être vite fait de tourner. Oui, oui, bah, bien sûr. C'est Ouais, vraiment ouais. sur un groupe d'aventuriers qui va être face à l'ennemi ultime et qui va essayer donc au-delà de leur capacité enfin physique, pouvoir ou autre, essayer de tenir bon, de rester solidaire jusqu'au bout pour réussir voilà, à affronter cette espèce de créature digne de Dark Souls. Tout à fait. Bah, ça, c'est pour les inspirations graphiques. Mais après, c'est plus peut-être à Camille qu'il faudra demander ça. Mais justement, tu construis ton histoire à rebours par rapport à ce groupe de personnages qui a déjà vécu. Alors, est-ce que ça te demande un travail, un effort supplémentaire de travail pour dire, bah voilà, en fait, parce que justement, tu vas pas écrire leur rencontre. Donc, est-ce qu'il faut que toi-même tu imagines tout un lore derrière et se dire, alors peut-être pas non plus écrire 100 pages d'aventure que tu ne publies pas, mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as vraiment dû bien te pencher sur leurs background pour bien avoir leur caractérisation après? Ouais, il fallait que j'ai un minimum leur bagage, ne serait-ce que pour poser leur relation entre eux en fait. Donc il fallait que j'ai un minimum travailler ça. Euh,
Après, il fallait surtout que je sois malin sur la façon de communiquer les informations en fait, parce que forcément, il faut qu'on comprenne leur affinité, il faut qu'on comprenne, notamment les deux persos, Paladin, enfin je vais s'appeler Paladin et Archer, c'est le tic, qui voilà s'entendent pas trop, sont un petit peu se jalousent un peu, enfin essayer de faire comprendre ça rapidement en fait, juste avec trouver les bonnes scènes. Là, à 32 pages, faut être efficace et malin parce que c'est vrai qu'on peut pas à la moindre page gâcher, j'ai envie de dire. Et en même temps, aller trop vite sans donner les infos, bah, les lecteurs arrivent au bout et même si on fait un bout super épique visuellement, s'il y a pas, moi c'est vraiment mon indo, j'ai envie de dire. Si les persos sont pas travaillés, attachants, voilà, le final épique il retombe comme un soufflé parce que même si tous les persos crèvent, on s'en fout, on les a pas appréciés. Donc, voilà, pour moi c'était vraiment trouver les bons moments pour les bonnes façons de faire comprendre leur relation. Donc oui, il a fallu que je fasse ce travail-là. Je me suis amusé à le faire encore. Je suis allé un peu plus loin dans les bonus en fait. Donc, pour les bonus, j'avais proposé à Romain de faire des fiches de personnages de jeux de De rôle, jeu de rôle, ouais. avec des capacités, des choses comme ça. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc Romain et Camille étaient assez à fond sur les caractéristiques et tout. Je les ai laissés faire, genre non, mais là, dans Donjons et Dragons serait plutôt ça. Ok. Mais par contre, sur le background, j'ai posé le background des personnages et je me suis assez amusé justement à en révéler un peu plus. Donc rien qui soit indispensable pour comprendre l'histoire, parce que ces bonus-là ne sont pas dans l'anthologie qui sera éditée avec les 4 histoires de la saison. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais voilà, au moins pour les gens qui justement un peu la récompense d'avoir acheté les fascicules comme ça. Et en plus, je suis allé encore plus loin, c'est qu'il y a dans le background, pour ceux qui seront attentifs, on comprendra pour ceux qui liront tout, enfin du coup toute la saison, notamment l'autre histoire que j'écris avec Valentin Autreciel, il y a les deux histoires sont liées en fait. Ah. Je me suis mis à les lier, donc on pourra comprendre que là, en fait, la prochaine histoire se passera bien avant celle qu'on lit. Donc pareil, pas besoin de lire les deux pour les comprendre, mais il y a un petit lien. À un moment, je me suis dit, bien, j'aurais dû prendre en otage toute la saison et faire une histoire en consistant en 4 parties, mais voilà, je me suis amusé à ça. Ouais, parce que tu as même, pour le coup, tu développes tout un lore aussi par rapport même à la figure, on va dire, de l'ennemi ultime. Tu lui fais aussi voilà, une histoire assez dense, hein, même si c'est sur un paragraphe, tu fais quand même toute une histoire familiale. Et justement, par rapport ensuite au lieu de l'action, aux ennemis qui sont rencontrés, tout ça aussi, c'est quelque chose que toi-même tu imaginais ou tu as laissé un peu Camille faire le travail pour tout ce qui est de l'habillage, on va dire Pour l'habillage, c'est vrai que quand on a commencé à bosser ensemble avec Camille, j'avais quand même du matériel, mais j'avais des pistes pour certains éléments. Donc je l'ai pas mal laissé chercher de son côté. Comme je disais, moi c'est ce qui me plaît aussi d'avoir des gens qui peuvent me proposer des choses, pas juste qui vont illustrer ce que je fais, mais enfin ce que j'écris, mais voilà, qui vont le rendre plus riche encore. Donc non, c'était cool. J'avais vraiment, elle avait fait pas mal de recherches décors, elle est assez loin vraiment. Pareil, des recherches des fois sur les personnages, de posing ou par rapport à leur pouvoir. Tout n'était pas absolument posé dès le début de mon côté. Donc j'ai vraiment pu me reposer là-dessus. Donc ça c'était cool. Et pour le lieu, non, assez vite on a eu cette idée bon, pour nous c'était le dernier donjon, c'est vrai qu'on l'a fait un peu sous terre parce que vous voulez avoir un côté un peu claustro en fait, voilà, qu'il n'y ait pas de lumière du jour, en tout cas un petit peu au début, mais qu'à la fin ce soit vraiment dark. Et non, ouais, je me suis beaucoup reposé sur le travail de Camille, mais je lui avais donné pas mal de refs aussi. C'est vrai que j'ai un dossier de refs monstrueuses qui peuvent servir pour Récits Fantastiques, parce que j'avais un gros projet que j'ai toujours sous le coude, mais qui dort depuis un moment en fait, d'univers à développer, que j'aurais voulu développer sur une appli en plusieurs récits. Enfin, je pourrais en parler après, parce que sinon, là, je suis parti là si je me lance au-dessus. Mais donc ouais, j'avais vraiment pas mal de rêves de paysages, d'architecture comme ça à lui donner, mais après il en avait aussi de son côté, il a enrichi tout ça et non c'était cool, j'ai vraiment pu enfin tout ce qui est proposé était pertinent. C'est pareil pour les designs des personnages, c'est aller pareil, je lui donnais des rêves pour certains éléments, mais globalement voilà, très vite elle a trouvé les personnages et non c'était cool, ouais. Ouais, parce qu'on on a cité Berserk, le Seigneur des Anneaux ou Dark Souls, c'était ça les références un peu que tu avais sur l'aspect visuel que tu donnais, c'était... Ouais, après j'essaye de pas trop guider. En fait, j'aime bien donner des photos parce qu'il y a matière à interpréter. Quand c'est donner des références de choses dessinées, bah, il y a déjà une interprétation du réel ou d'une façon de designer des armures comme dans Berserk. Enfin, il y a des choses, il y a des tics ou même dans Dark Souls. Donc j'évite de trop donner ce genre de ref aux auteurs pour pas qu'ils se sentent enfermés, se disent ah ok il veut ça. Non, j'essaie de rester un petit peu, alors pas vague non plus, mais ouais, voilà, plus me baser sur des photos. Après, le côté Dark Souls, alors, je dois confesser que j'ai toujours pas joué. J'avais un petit peu joué aux deux, je crois, mais ces jeux me font peur. Je sens que si je mets le pied dedans, j'ai pas tant de temps pour jouer. Ah oui, bah oui, tu peux devenir accro, hein.
Ouais, donc, enfin, je dis ça, je joue comme un fou à Valheim, en fait, mais c'est pour reposer mon cerveau. Mais, mais ouais, non, là, c'était vraiment les grosses rêves du moment de Camille. Je pense qu'elle était sur Elden Ring. Et, mais voilà, on a essayé aussi de s'en détacher parce que c'est vrai que, voilà, comme je disais, Knight, ça reste tout public quand même. On voulait pas être trop dark et puis on voulait pas juste copier. Enfin, là, l'idée, c'était pas de faire de la copie de l'univers de Dark Souls. Donc, C'est vrai que oui, même si... Ouais. non, vas-y. Non, je veux dire que même sans vouloir rien spoiler du tout de ton histoire, c'est bah il y a quand même enfin il y a pas mal d'affrontements, il y a les discussions sont assez sérieuses et puis tu as même une conclusion qui est on va dire pas forcément le des plus joyeuses hein, très clairement. Donc c'est ça, c'est que même si tu es dans le tout public, tu es allé assez dans la dramaturgie. Ouais. Ouais, bah en fait, je me dis, au début, en fait, quand j'ai accepté aussi travailler sur... Tu vas traumatiser des gamins en fait, hein, c'est ça ce que je veux dire, Jonathan. c'est un peu mon but, ouais. Et non, en fait, le truc, c'est que je me dis, bon, c'est 32 pages. Au début, je pensais, j'ai aussi accepté en me disant, j'en profitais pour voilà, des petites histoires courtes, je vais pouvoir me lâcher un petit peu, me faire plaisir. Et en fait, enfin, c'est pas que j'arrive pas à me faire plaisir, mais je me dis, mais c'est pas, j'écris en fait pour les autres, j'écris pas non plus que pour moi. Enfin, moi, je peux passer des mois sans écrire, je suis pas un scénariste, un écrivain compulsif. Donc, c'est vraiment quand j'ai des choses à raconter et vraiment, pour moi, il y a deux choses importantes. C'est ce que je dis beaucoup aux dessinateurs avec qui je travaille, dessinatrices, c'est ça se ressent aussi ça doit se ressentir dans la mise en scène et le dessin, c'est faut penser, se mettre à la place des personnages, déjà, pour avoir des choses qui sonnent vraies aussi, et se mettre à la place des lecteurs, en fait, dans la façon dont ils vont, comment dire, assimiler les informations qu'on leur donne. Enfin, notamment dans la mise en scène. Pour moi, la mise en scène, ben, j'ai pu m'en occuper d'ailleurs, justement, faire une mise en scène dessinée pour Catharsis. C'est vraiment un truc qui me passionne, ce passe à cette étape-là. Et pour moi, c'est vraiment dans la continuité de l'écriture. Donc non, l'idée, c'était de... J'ai oublié la question, là. Je m'éparpille, mais... Non, bah sur la tonalité du récit. Oui. Donc ouais, on a quand même fait gaffe. Enfin voilà, l'idée c'était de pas avoir quelque chose de trop dense. Donc il y a des dialogues sérieux, mais on a essayé de mettre des petites touches d'humour aussi. Pour moi, c'est important de varier dans tous les cas, même si un récit qui serait complètement adulte, si c'est que du drama, ça peut être lourd aussi en fait. C'est bien de temps en temps de désamorcer, de surprendre avec des choses plus légères. Donc donc non, c'est pour ça que même sur le dessin, il y a des designs qu'on avait qui étaient peut-être plus impressionnants, notamment sur le boss de fin. Donc on a fait gaffe à ça, mais sans non plus, et ça Romain était vraiment cool, on a parlé ensemble, sans non plus trop se réfréner quoi. Romain nous a pas dit ah ouais mais attention, moi c'est pour les enfants. Non, il avait conscience qu'il avait aussi, qu'il touchait aussi avec ses publications à un public aussi jeune adulte, donc même adolescent je pense. Donc non, il nous a pas trop coincé. Donc voilà, on a juste un peu fait gaffe à pas avoir des choses trop visuelles, même dans les combats. Euh, mais pour moi, justement les combats, on voulait pas forcément chercher quelque chose en tous les cas d'hyper violent. Enfin voilà, on a mis des ennemis, c'est un peu ou des squelettes, ou des espèces de golems, des choses comme ça. Ça nous permettait de pouvoir d'avoir quelque chose de très péchu. Voilà, les persos pouvaient y aller à fond, mais sans que ce soit des tripes partout. Ouais. Donc voilà, nous c'était à nous d'être malins. Et après pour moi c'est des contraintes, que ce soit le nombre de pages, le public visé, c'est des contraintes aussi positif, enfin constructif plutôt, en tout cas dans le sens où bah c'est à moi d'être malin, d'en faire quelque chose d'intéressant en fait, pas juste lisser ce que j'allais proposer, mais juste d'en faire quelque chose d'accessible, mais toujours quand même toujours prenant en fait. Et oui, du coup, ce que je disais, c'est ça que je pensais plus me lâcher sur l'univers en fait. Ouais, j'ai toujours ce réflexe de me dire, oui, mais les lecteurs, voilà, ils vont pas acheter juste ça, 30 pages, juste pour avoir un univers un peu sympa, et puis basta, quoi. Je pense que moi, j'ai envie de toujours leur offrir bah voilà, des récits, des personnages dont ils puissent se souvenir. Je dis pas que je veux marquer la BD avec le moindre de ma BD ou que je vais changer des vies, hein, mais voilà, au moins avoir des récits qui soient un petit peu prenants et des personnages au moins attachants en fait. Donc voilà, finalement, c'est pour ça que je suis revenu sur quelque chose d'assez classique, mais voilà, en essayant de partir. Ce que j'ai fait un peu dans Timo aussi, je suis parti vraiment des contes classiques, mais en essayant de détourner un petit peu les différents, les grandes figures en fait. Donc, dans Timo, c'était un peu la recherche d'une âme légendaire, la rencontre avec un vieux mage, comme on peut voir dans les Zelda ou autre. Donc reprendre un petit peu ça, les détourner. Donc voilà, dans Catharsis, je dis bah voilà, je vais reprendre ce genre de mécanique, poser un univers très vraiment connu, vraiment très calibré, mais par contre voilà, jouer là-dessus, jouer sur la figure du héros, jouer sur le groupe qui mine de rien est censé être soudé jusqu'au bout. En tout cas nous quand on le joue dans les jeux vidéo, voilà, forcément nos persos sont soudés. Mais justement là, faire des personnages un peu plus peut-être enfin plus humains, plus réalistes. Ouais.
Est-ce que sur le script, c'est quelque chose de très détaillé que tu fournis à ton artiste? Là, sur Catharsis, c'est toi qui gérais tout ce qui est découpage, tu lui donnais des indications ou tu l'as laissé faire la mise en page comme elle le voulait? Non, sur Catharsis, j'ai vraiment, pour le coup, alors ça dépend des fois, en fait, moi, quand j'écris, je fais toujours les découpages dessinés en même temps. Dans le sens où ça m'aide à voir, enfin là, on écrit pour de l'image, en fait, c'est pas du roman. Donc j'ai besoin de voir si ce que je pose marche bien en termes de rythme. Des fois, il y a ces principes de double page aussi, de vouloir avoir. Je me dis, voilà, je veux que la double page se termine par telle image pour avoir envie de tourner la page et que au moment de tourner la page, on découvre vraiment à la fin de l'action, par exemple. Donc ça m'aide vraiment de poser ça en dessin. Donc de toute façon très sommaire, hein. Des choses, des dessins illisibles que moi seul peut décrire et pas toujours. Mais donc je fournis pas toujours cette partie dessinée. Des fois je la retranscris à l'écrit en précisant au moins le découpage bande par bande et des fois case par case, mais j'essaye de laisser un petit peu de liberté quand même. Mais en fait, pour l'instant, pour toutes les histoires courtes que j'ai pu faire, c'était pareil avec Mathieu Bablé, j'ai vraiment fait un découpage dessiné assez précis, vraiment avec de la compo. Vous avez vu que je viens de l'image et notamment là, maintenant de la photographie, enfin j'adore ça, j'adore vraiment ce travail de mise en scène. Donc voilà, là pour Camille c'était quelque chose d'assez, enfin j'ai vu ça avec elle, si elle était ok. Pareil à l'époque avec Mathieu, je lui ai demandé et vu que justement aussi parce que je savais qu'il était entre deux gros projets, donc des fois projet court ça peut être un peu récréatif pour certains auteurs, dessinateurs, dessinatrices. Ouais, carrément. Donc voilà, je me suis dit ça leur convenait. Donc ouais, c'était assez précis, mais voilà, Camille pouvait proposer, agencer. Moi, il y a des choses que je vais poser comme dans l'écriture. Enfin voilà, ça pouvait être un peu scolaire. Je savais que c'était, enfin, je fais gaffe à ce que ce soit bien composé, chant contre chant marche bien, que ce soit fluide. Mais il y avait des choses à optimiser. Ce que je pouvais proposer pouvait être un peu classique, un peu plat. Donc voilà, elle naturellement, elle a repris certains plans pour les dynamiser. Pareil les actines, forcément, elle a pas mal de choses qu'elle a améliorées. Donc voilà, ça s'est plutôt. Alors, faudra avoir son avis. Ça s'est plutôt bien passé. Alors, moi, j'étais content en tout cas de tout ce qu'elle a proposé à partir de mon découpage et. Ok, parce que je voulais justement te demander comment s'était fait cette rencontre. Vous connaissiez d'avant, c'est Romain qui te l'a présenté. Comment ça s'est fait le choix de Camille pour la BD? Alors moi, je suivais son boulot depuis longtemps, vraiment. J'avais envie de bosser avec elle, clairement. Après, je sais que elle travaille dans l'animation. C'est vrai que les gens qui travaillent dans l'animation n'ont pas toujours le temps, les prods s'enchaînent ou autre. Là, elle bossait sur un petit projet Arcane. Je crois que c'est diffusé sur Netflix. Une petite plateforme indépendante, ouais, effectivement. Donc non, voilà, elle est sur des projets comme ça. Donc non, et du coup, Romain m'a proposé quelques noms et bah donc Camille et moi, j'ai dit oui tout de suite, c'était parfait quoi. Et j'avais du coup deux histoires sur le coude et je lui ai tout de suite proposé celle-ci parce que vu que c'est beaucoup sur au-delà, c'est même pas pour l'aspect visuel, mais ce que j'aime beaucoup dans le travail de Camille, de ce que je voyais de ce qu'elle présentait sur Instagram notamment, c'est qu'on sent qu'elle a un groupe de personnages justement qu'elle développe depuis des années, enfin vraiment qu'elle vivent des fois dans des petits strips, dans des pages sur des élus et je trouvais ça chouette. Enfin, j'aime bien le genre d'auteur qui a un univers, ça sent. Enfin, en tout cas, genre de dessinateur ou dessinatrice qui a ce côté auteur. Enfin, ça sentait qu'elle avait clairement la capacité et en tout cas l'envie de raconter aussi, de développer des personnages. Et voilà. Ce qui fait que je lui ai proposé cette histoire-là parce que c'était au cœur de l'histoire, le fait d'avoir un groupe de personnages qui, très vite, on doit rentrer en empathie avec eux, très vite, on doit comprendre les affinités entre les uns et les autres. Donc ouais, pour moi, c'était parfait, quoi. Et en termes de direction artistique, alors c'est un travail qui se fait à deux alors pour savoir à quoi les personnages ressemblent, à quoi le tout va ressembler. Si vous avez des échanges entre vous pour bien être d'accord en fait sur ce que vous allez présenter d'un point de vue visuel. Ouais, sachant qu'au début, parce que c'est vrai que j'avais les pitchs, mais j'avais pas encore forcément beaucoup avancé sur son histoire. Euh, c'est vrai que très vite, elle était motivée et elle a fait pas mal de dessins de personnages et ça a pu m'aiguiller aussi sur quel genre de personnage j'allais pouvoir faire, justement, enfin de classe de personnages, on va dire. Et non, après c'était des ping-pong, mais ça allait assez vite. Après, au fur et à mesure, elle a affiné. C'est vrai qu'elle est vraiment allée à fond dans les armes, les motifs et tout. Elle a tout poussé, des choses qu'on voit pas tant que ça à l'image, où il y a pas un petit accessoire que les personnages ont que j'aurais voulu pouvoir développer dans des scènes, mais voilà, 32 pages, faut faire des choix. Mais non, ouais, c'est forcément au début il y a eu des étapes où on a un peu cherché, mais non, très vite. Bon, je lui ai laissé vraiment la main là-dessus. Et voilà, quand même envoyé des différentes recherches, on statuait ensemble sur lesquelles nous semblait le plus pertinent, mais ça s'est fait vraiment naturellement, ouais. Ouais. Et alors justement sur cette question des 32 pages, on sait que tu aimes le challenge, mais est-ce que c'est alors quand même plus satisfaisant de réussir à faire une histoire dans cette durée-là ou c'est frustrant?
Parce que moi, j'ai te le dire, c'est un peu frustrant. On aimerait bien une version un peu plus longue de cette histoire et de cet univers. Ouais, bah, je pense qu'il y aura forcément un côté frustrant. Après, bah, c'est notre job d'auteur, justement, faire en sorte qu'en tout cas, ça le soit le moins possible pour les lecteurs. Après, je pense qu'il peut y avoir une frustration positive, c'est-à-dire que les lecteurs ont adhéré à l'histoire, l'univers. Alors là, je parle pas pour nous, hein, c'est les lecteurs qui nous diront quand ça sortira si on a réussi. Mais déjà sur la première saison, c'est vrai que des fois il y avait de la frustration, moi, sur quelques histoires, mais c'est aussi parce que oui, on a envie d'en voir plus et l'univers est cool, les personnes sont cool, mais ouais, c'est frustrant et en même temps c'est bien aussi. Enfin, je trouve ça plutôt malin de la part de Romain en fait, parce que voilà, il y a une thématique qui est posée, donc déjà les lecteurs savent un petit peu vers quoi ils vont. Il y a un univers de la collection, enfin voilà, de Kinaï globalement. Donc pareil, enfin, il y a des choses qui sont posées. Il aurait fait ça dès le début, ça aurait pu être particulier, sans thématique. Là, il y a une thématique, il y a un catalogue qui est là, donc déjà les lecteurs savent un petit peu vers quoi ils vont. Donc ça nous permet à nous auteurs de pouvoir gagner un petit peu de temps, pas forcément avoir tout à expliquer, enfin dans le ton du récit, mais ouais, non, bah forcément, on aura envie d'un peu plus, hein, mais ouais, ça oblige à être malin. Puis après, ça permet aussi même pour Romain, en fait, de tester aussi, hein, on va dire, façon de parler des jeunes auteurs, en fait, et même pour eux de se tester, en fait, de voir un petit peu. C'est vrai que pour un jeune auteur, commencer sur du 60 pages, sur une série, ça peut être compliqué parce que graphiquement, faut se trouver un petit peu. Enfin, ça peut être épuisant vraiment. C'est vrai qu'en plus, il y a vraiment, on a de plus en plus envie d'aller vers des grosses paginations, mais c'est vrai que pour un jeune auteur, commencer sur du 60, 100 ou même enfin du 100 pages, Ouais, ça peut faire beaucoup aussi. ouais, il y a moins de se casser les dents. Donc, enfin, pas que l'auteur va pas être à la haute, enfin pas forcément y arriver, mais juste voilà, ça peut être épuisant vraiment. Donc là, ce qui est cool, c'est que ces 30 pages, voilà, c'est assez vite sorti, assez vite, on a un retour des lecteurs, on voit si ça marche. Et puis même pour Romain, ça peut lui permettre de suivre plus de projets vu qu'ils sont courts, comme ça, enfin de projets de création. Donc non, moi la formule me plaisait bien. Bah voilà, comme Doggy Bags en fait, c'est pas ça que j'avais Ouais, commencé avec ça, mais c'est un peu le même créneau où il y a un ton qui est posé. Voilà, on sait que ça va être du court, donc voilà. très bien. Et donc pour la suite, on va te revoir alors sur Punch saison 2 avec une autre histoire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc avec Valentin Outreciel, est-ce que c'est le titre? Est-ce que tu peux juste nous dire, parce que de toute façon, on va devoir te réinviter avec Valentin pour en parler, si tu veux bien, bien entendu, hein, si First Print ne t'a pas dégoûté de l'exercice podcastique. Mais est-ce que tu peux juste nous dire alors en teasing d'ouverture ce que c'est? Puisqu'on sait maintenant que ça se passe dans le même univers aussi. Ouais. Du coup, le nom c'est Hérédité. Bon, pareil, je suis parti sur un pitch assez classique. Alors ça se trouve, je suis juste mauvais, j'arrive pas à faire plus intéressant que ça. Mais non, bah, encore une fois, par un récit court, en fait, on voit une jeune fille en fait qui vit un petit peu dans un endroit un peu perdu avec ce qui semble être son père en fait. Et très vite, voilà, il y a un truc on arrive à un moment où voilà, elle se rend compte que enfin son père adoptif en fait, lui cache des choses en fait sur son passé, d'où le titre Hérédité. Et voilà, elle va un petit peu découvrir qu'elle a une sorte de pouvoir, enfin bien via un objet qu'elle a trouvé, voilà, que son père adoptif avait caché, voilà, en le découvrant, ça révèle un pouvoir et à partir de là, en fait, bah voilà, il va y avoir des gens qui vont les traquer en fait. On va comprendre forcément que son pouvoir enfin un lien avec l'histoire de sa famille et que s'ils étaient cachés c'était pas voilà s'ils vivaient un peu comme ça un peu cachés en Undersea c'était pas par hasard, c'est que son père adoptif voulait la protéger de quelque chose. Donc encore une fois je dis pas trop parce qu'en Non, bah 32 non, pages, non. mais voilà, ça va être un petit peu du coup ça va être un petit peu leur course poursuite. Et encore une fois, j'ai voulu surtout travailler les personnages, essayer de rendre des personnages attachants assez vite. Et donc voilà, on va comprendre qu'elle a un gros passif familial, pas forcément évident. Euh, et Et n'en dis pas plus, n'en dis pas ouais. plus. Non, parce qu'en plus, j'aurais envie j'aurais hâte en tout cas d'en parler, d'avoir des retours de lecteurs quand les deux histoires sont sorties aussi. Moi aussi pour voir. Ouais. Pour ceux qui ont trouvé un peu les liens, c'est vrai que je me suis amusé là-dessus. C'était pas forcément prévu au début, mais vu que j'avais vu qu'il y avait des univers qui étaient quand même assez similaire. C'est vrai que j'étais parti sur justement quelque chose de plus médiéval, fantastique. C'est vrai que ça me titillait. Puis à un moment, j'ai dit à Romain, bon, désolé, hein, je vais y aller à fond. Là, ça, même les bonus, en fait, je voulais vraiment j'aime bien avoir enfin voilà, tant qu'à avoir des pages en plus, d'avoir quelque chose de narratif, vraiment. Je me dis, du coup, c'est très bien de montrer des images, des illustrations, des recherches ou autres, mais du coup, on en a profité dans les bonus, remettre des images aussi qu'avait pu faire Camille. Mais voilà, j'aime bien que les lecteurs, tant qu'à faire, en ont un peu plus. Et là, je me suis dit, bon, voilà, j'y vais à fond, je fais un gros background. Et puis,
Et puis voilà. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, Jonathan, je te remercie de ton temps et d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, Punch, c'est saison 2, numéro 1, ça s'appelle Catharsis, donc par Jonathan Garnier et Camille Touzé. C'est disponible en librairie à l'heure où vous écoutez ce podcast pour la modique somme de 5,90 €. Donc, 32 pages de BD, plus les bonus qui sont exclusifs à cette édition au format fascicule. Donc, on vous encourage à aller en librairie, tout simplement, puisque c'est très bien. Hein, ici, on l'a lu et on vous en reparlera de toute façon dans d'autres émissions de First Print. On vous rappelle, si vous appréciez notre travail et ces émissions, que vous pouvez partager les podcasts sur vos réseaux sociaux et en parler à peu près partout autour de vous, et que nous avons une page Tipeee également qui est ouverte si vous voulez apporter un petit peu de soutien au podcast pour qu'il soit pérenne sur le long terme. Jonathan, je te remercie une nouvelle fois. Merci pour l'invitation, c'était cool. Ouais. Et on se dit donc à très bientôt pour la suite de nos podcasts, car vous le savez, il y en a beaucoup trop tout le temps et on n'est pas prêt de s'arrêter. Salut!